Bonsoir tout le monde. Vous savez, j'ai coutume de dire que le cinéma c'est comme le sexe. D'une part, c'est quand même mieux à plusieurs, et puis surtout, c'est aussi mieux quand ça dure pas trop longtemps. Il faut savoir finir, il faut trouver le bon moment pour ça, l'apothéose, le climax, la jouissance finale à laquelle on peut aboutir après tout un processus. Et je pense que ce 20e épisode, avec la réouverture des salles dans 2 jours, au moment où cet épisode va être diffusé, me semble être l'occasion parfaite. L'occasion parfaite pour conclure cette aventure, cette parenthèse de cinéma à une heure tardive, qui, je l'espère, aura ravi vos imaginaires de cinéphiles ou de non-cinéphiles d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent et qui ont eu envie de s'intéresser un peu plus au cinéma. Surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur les plateformes où c'est possible. Merci d'avoir suivi cette aventure. Merci de vous être donné rendez-vous toutes et tous à cette heure tardive. Merci de me consacrer un petit peu de votre temps avant vos pensées impures du soir. Non, mais n'arrêtez pas de ça entre nous, pas de chichi. Je sais très bien ce que vous allez faire après avoir terminé cet épisode. Hein, voilà, certains ou certaines liront le geste à la parole, d'autres se contenteront simplement d'y penser. Certains et certaines encore iront chercher du support visuel pour assouvir leurs penchants secrets et intimes. Et je me suis dit qu'à travers tous les sujets qu'on avait abordés au cours de ces 20 épisodes, je me suis dit qu'à travers toutes les réflexions que l'on avait pu aborder, tous les débats que l'on avait pu lever, tous les questionnements que cet amour du cinéma avait pu susciter, je me suis dit que conclure par le cinéma pornographique était une bonne façon d'arriver au bout du voyage. Parce que, je vous connais, comme je le disais, je sais ce que vous allez faire après, et peut-être que, pour une fois, exceptionnellement, pour me faire plaisir, à défaut de juste vous faire plaisir, hein, voilà, pensez un petit peu aux autres, là, égoïste que vous êtes, lorsque vous regarderez votre porno du soir, réfléchissez-y différemment, et nourrissez-vous de ce dont on va parler dans cet épisode. Essayez de le prendre non pas comme un simple support à vos projections personnelles. Non mais arrêtez, oui, là c'est pareil, hein, c'est pas de chichi entre nous. Je sais très bien que lorsque vous regardez des acteurs et des actrices porno, vous ne pensez pas aux acteurs et aux actrices, hein, vous leur mettez des visages de gens que vous connaissez, d'accord? Et c'est normal, peut-être des souvenirs d'ailleurs aussi que vous revivez à travers l'extériorisation mémorielle permise par l'image cinématographique, support de l'interdit et de l'inconscient de tout à chacun. Je vous connais et je suis le premier à le faire, donc qui suis-je pour juger? Raison de plus, comme c'est quelque chose que nous partageons tous, pour nous y pencher un peu plus en profondeur et réfléchir un petit peu sur les questions que le cinéma pornographique pourrait soulever et sur le lien très très étroit qu'il entretient avec le 7e art. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre dernier rendez-vous pour Cinéphile Insomniaque, bienvenue dans Somniloque, et parlons un petit peu de pornographie. En rappelant d'abord une première évidence. Parce que je sais que lorsque j'ai proposé ce sujet, il y a eu non pas des levées de boucliers, mais des petits points d'interrogation qui ont popé comme ça au-dessus des têtes, je les vois. Ils se sont dit, mais attends, on est sur une plateforme qui parle de cinéma, on est une émission de cinéma, et nous allons parler du cinéma pornographique. Comment cela se fait? Eh bien, tout simplement parce que le cinéma pornographique, d'une part, est du cinéma, ça c'est ce que l'on va aborder dans un deuxième temps dans cet épisode, mais surtout, le cinéma pornographique a eu un impact gigantesque sur le cinéma classique, à un point que vous ne pourriez même pas imaginer. Ça, c'est ce que l'on va aborder tout de suite. Mais avant, je vais tout de même me justifier du choix de ce sujet, en rappelant simplement 2 faits. Le premier, c'est que le cinéma pornographique est le contenu audiovisuel le plus consommé au monde. Au monde, voilà. Je pense que les derniers chiffres, ça doit être plus que la musique. J'en suis pas certain, mais à mon avis, on doit être quasi équivalent, sinon supérieur, au streaming musical, en ce qui concerne le visionnage de films pornographiques. Donc, lorsque un contenu audiovisuel est à ce point partagé par tous et toutes, il me paraît essentiel quand même que l'on s'y penche un petit peu. Et la deuxième chose, c'est que le choix de ce sujet s'inscrit parfaitement dans la continuité de tout ce que l'on a traité au cours de cette émission, à savoir le rapport intime entre image et spectateur. Et qu'y a-t-il de plus intime pour un spectateur que l'image du porno? Une image qui est un pur miroir à projection personnelle, qui est
Une pure dédicace à nos fantasmes, qui est une pure dédicace à notre part obscure, à notre inconscient, et donc à notre intimité la plus profonde. Et rien que pour ça, ça mérite que l'on s'y penche un tout petit peu. Je le disais, 2 axes de réflexion pour cet épisode. Le premier, l'impact qu'a eu l'industrie sur le cinéma, du cinéma pornographique sur le cinéma en général, et dans un deuxième temps, le cinéma pornographique et la mise en scène. La première chose qui me paraît important de rappeler, ce sont simplement des faits historiques. Des faits historiques qui vont nous permettre de remettre en perspective le rapport que l'on a au cinéma pornographique. Bon, je vais pas vous rappeler cette évidence, mais je vais le faire en fait, dans un premier temps. Dès qu'on a commencé à voir le cinématographe, on a commencé à faire du porno. Les premiers films pornographiques étant filmés dans des maisons closes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, donc, le porno est aussi vieux que le cinéma lui-même, et il a fait appel aux mêmes technologies. Il est passé à la couleur en même temps que le cinéma classique, à peu près. Voilà, il a suivi le cours de la majorité. Ah non, le porno, dans ses premières années, en tout cas dans les premières années du cinéma, de ses débuts à l'âge d'or, l'âge classique, hein, vers la fin des années 40, le début des années 50, le cinéma pornographique a bien fait ses gammes, a bien été un bon petit élève qui a bien fait ses devoirs, et il a bien copié le cinéma majoritaire. Et puis sont arrivées les années 60. Sa contre-culture, le développement des caméras aussi grand public, et avec cet essor a commencé à fleurir un tout nouvel usage, et surtout à voir apparaître une surproduction de films pornographiques par rapport à la consommation habituelle. Parce que, évidemment, avant que les caméras soient grand public, les gens qui filmaient du porno, il y en avait quasiment pas, tu vois, c'était vraiment un truc extrêmement minoritaire, et c'était quelque chose qui était réservé, voilà, qu'on se passait sous le manteau, on allait à des séances privées secrètes, etc., parce que c'était illégal, d'ailleurs, de diffuser ce genre de contenu. Ensuite ça ne l'a plus été, dans un second temps. Donc il y a tout un rapport à la clandestinité dans la pornographie qui, lorsque tout ce rapport de l'illégalité, du secret, a commencé à exploser, notamment grâce, d'une part, à la démocratisation des technologies, et puis d'autre part, grâce à la libération sexuelle, notamment à partir des années 60, là, le porno a commencé à exploser. Et cette corrélation a créé, comme je le disais, une multiplication des productions, et donc un impact de plus en plus grandissant. Et alors je sais ce que vous allez me dire, vous dites, mais alors, Clément, dis-nous tout, comment s'est manifesté cet impact? Eh ben, pour faire très simple, depuis que le cinéma pornographique est devenu plus nombreux, en fait, en termes de production, que le cinéma majoritaire classique, et ben le cinéma pornographique a 10 ans d'avance sur nous. C'est-à-dire que dans la mesure où le cinéma pornographique est, comme je le disais, l'objet audiovisuel le plus consommé au monde, et ben si le cinéma pornographique, au niveau de ses modes de diffusion et de ses modes de consommation, choisit quelque chose, et ben tout le monde fera pareil. Et pour l'instant, dans l'histoire, ça a toujours été le cas. Le premier moment où ça a réellement commencé, c'est lorsque s'est posé la question du film que l'on peut regarder chez soi. Est-ce que vous ne vous êtes pas demandé pourquoi est-ce que la VHS avait gagné le combat des premiers supports physiques? Bah c'est simple. C'est bon marché, c'est facile à faire. On peut limite d'ailleurs le faire chez soi, c'est-à-dire mettre un film sur une cassette extrêmement simple, une VHS. Donc le cinéma porno, bah, c'est évidemment ça qu'il a choisi de faire. Et donc c'est évidemment ça qui est devenu majoritaire. Le laserdisc n'a jamais percé. Bon non, le laserdisc c'est trop gros, c'est trop compliqué, t'imagines, pour mettre un film que tu tournes plus ou moins en secret, etc., sans réelle production derrière. Non, beaucoup trop compliqué. Non. La VHS, c'est très bien. Et puis après, quand il a commencé à avoir les ordinateurs et les graveurs de CD, bon, bah, le DVD, bon, c'est facile à faire, tu peux le faire chez toi. Non, on va pas commencer à s'emmerder avec des technologies trop compliquées. Non. On va prendre le DVD. Et c'est le DVD qui, dans un second temps, est devenu majoritaire. Et puis après, il y a eu Internet. Oui, je saute volontairement le Blu-ray, parce que le Blu-ray, en fait, n'a jamais été majoritaire, et ne l'est aujourd'hui, en fait, toujours pas. C'est-à-dire que même aujourd'hui, le DVD est en forme écrasante. Bon, évidemment, les ventes ne cessent de décroître, mais le DVD écrase le Blu-ray, en termes de vente, encore aujourd'hui. Donc voilà,
c'est une réalité. Le Blu-ray n'a pas gagné le combat. Non, ce qui a gagné le combat face au support physique, c'est Internet. Et vous me voyez venir, quel est le premier contenu audiovisuel à être allé sur Internet? La pornographie. Donc partant de là, en gros, si vous voulez commencer à bosser dans le milieu du cinéma, si vous voulez commencer à étudier les rapports à l'image, les rapports au contenu audiovisuel, et si vous voulez analyser leur mode de diffusion, leur mode de consommation, et qu'est-ce qui va se passer dans le futur, eh ben regardez ce que font les maisons de production pornographique, regardez ce qui se passe au niveau des sites porno, et dites-vous que les défenseurs du support physique et les exploitants de salles sont vraiment dans la merde. Voilà, parce que le dernier cinéma pornographique de Paris a fermé ses portes. Il y a à peu près 1 an, il me semble peut-être 2, je vous avoue, j'ai pas vérifié les dates, mais c'est très récent. Le dernier cinéma pornographique a fermé à Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, vous ne pouvez plus voir de films pornographiques autrement qu'en DVD et sur Internet. Et puis évidemment, aujourd'hui, personne n'achète de porno en DVD, ça paraît une évidence. Hein, le dématérialisé a complètement pris le contrôle de la consommation de ce type d'image et l'a rendu majoritaire. Encore une fois. Ouais, c'est pas de bon augure pour la suite, hein, on va pas se mentir, mais alors, peut-être que l'histoire va me faire mentir, et que en fait le porno n'aura pas eu 10 ans d'avance cette fois-ci, mais vu à quel point il a réussi tous les coups d'avant, je vois pas pourquoi d'un seul coup il se tromperait. Je pense que malheureusement, et c'est en tout cas la leçon que je tire de l'industrie pornographique, nous allons aller vers le full dématérialisé. Et je vais même aller plus loin, non seulement on va aller vers le full dématérialisé, mais l'essor et la place que va prendre l'image amateur dans notre rapport au cinéma en général. Hein. Ça a un peu commencé avec Internet, avec les youtubeurs, avec les gens sur Vimeo, avec TikTok, aussi plus récemment, mais dans une certaine mesure. Le rapport à la création amateur sur Internet, qui a été amorcé, je vous le donne en 1000. Bah dites-le, je vous entends pas, mais dites-le pour vous, à la rigueur, par la pornographie. Je pense que ça aussi, la façon de faire les images, ça va impacter énormément nos pratiques créatrices et donc de consommation et de diffusion. Et puis d'ailleurs, au-delà de ça, c'est assez intéressant parce qu'on peut commencer à tirer tout un tas de conclusions sur le fait que la VR aujourd'hui, donc la virtual reality, la réalité virtuelle ne soit pas devenue majoritaire pour l'instant dans les modes de consommation. C'est parce qu'il n'y a pas de films porno en VR. Ou en tout cas, peut-être qu'il y en a, en tout cas personnellement j'en ai jamais vu et j'ai jamais testé, mais s'il y en a, ils sont pas majoritaires en fait. Pareil pour la 3D. Pourquoi la 3D ne s'est pas exportée dans les modes de diffusion et de consommation à la maison, c'est-à-dire en dehors des lieux spéciaux pour ça? Parce que le cinéma porno ne s'y est pas intéressé. Et je suis désolé de le dire, et ça peut paraître une espèce de formule magique, mais le fait est qu'à chaque fois que le porno fait ou ne fait pas un truc, ça a une répercussion à l'échelle du cinéma et de l'industrie audiovisuelle en général qui est absolument démesurée. Démesuré. Et alors en plus, bon, c'est pas le sujet de cet épisode pour le coup, mais si en plus on va dans une considération plus politique, plus sociologique, des conséquences de la pornographie et de ses représentations dans la façon dont nous on a de concevoir le sexe, de penser notre rapport au corps, etc. Alors là on en aurait, mais on en aurait pour des heures et des heures. Mais tout ça pour dire en fait que le porno, au-delà d'être un sujet putaclic, au-delà d'être un truc voilà, qui appelle au clic, ce qui est le but aussi évidemment d'une certaine manière, et c'est toujours intéressant d'ailleurs de voir que on clique quand ça parle de porno, on clique quand ça parle de cul, ce qui montre bien en fait finalement, derrière évidemment le cynisme qu'il y a derrière ce choix, et bah il y a quand même, ça dit quelque chose de nous, ça dit quelque chose de l'hégémonie de la question pornographique dans notre rapport à la consommation audiovisuelle. Et cette hégémonie n'est pensée que d'un point de vue sociologique, pas tellement d'un point de vue économique. C'est-à-dire que voilà l'idée que l'impact économique et sur l'industrie en général audiovisuelle de la pornographie, je trouve que c'est quelque chose qui n'est absolument pas mis en perspective, ou en tout cas pas assez, sur comment est-ce que l'on va concevoir le futur de notre rapport à l'image, le futur d'une part, donc vous l'avez bien compris, de la consommation, mais surtout de la création également, parce que les deux coexistent, et on peut en voir les prémices dans la façon dont le cinéma pornographique a évolué, mais surtout, au-delà de tout ça, le cinéma pornographique n'est jamais pensé en tant que cinéma. Le cinéma pornographique n'est jamais pensé en tant que il y a des acteurs et des actrices, c'est-à-dire que ce que l'on voit à l'image est faux,
Voilà, non mais c'est quand même important de le rappeler, tu vois, c'est-à-dire que c'est faux, et je peux vous donner quelques informations que j'ai grappillées ici et là qui sont très intéressantes à savoir. Bon, ça concerne plutôt les hommes, j'en suis désolé, le fait est que j'en suis un, donc ce sont les informations qui me sont restées. Premièrement, les acteurs pornographiques masculins se mettent des produits dans le pénis pour pouvoir bander le plus longtemps possible. C'est-à-dire ils ne bandent même pas parce qu'ils sont excités, ils prennent des médicaments. Alors c'est pas du Viagra, c'est autre chose, et il y en a certaines qui se font par injection directement avec une seringue dans la verge pour continuer à bander. C'est-à-dire que c'est du maquillage en fait. C'est faux à ce point-là. Et alors si en plus je me permets de détruire un petit peu les fantasmes de mes auditeurs homosexuels et de mes auditrices qui sont amatrices du cinéma porno gay, la quasi-totalité des acteurs porno du cinéma homosexuel sont hétérosexuels. C'est du cinéma. Et c'est du cinéma jusque-là. C'est-à-dire que vraiment, tout est faux. Et non seulement tout est faux dans un premier temps, mais surtout, il y a une mise en scène qui est pensée pour nous raconter tout ça. Ah bah vous vous doutez bien que j'allais retomber sur mes pattes à un moment donné. Et alors là, je vais passer pour le mec relou, parce que, ok, je suis chiant dans les podcasts, ok, je suis un télo sur Twitter, ok, je suis insupportable dans mes conversations sur le cinéma, mais je suis pareil lorsque je regarde du porno. Moi, vous comprenez, j'aime le cinéma. J'aime le cinéma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime l'image, j'aime la façon dont elle est travaillée, dont elle est découpée, dont elle est agencée, dont on interroge le rapport que moi, spectateur, je dois avoir à cette image. Et donc, comme ça m'intéresse, et comme j'ai envie de faire ça moi-même, eh ben, je m'interroge en permanence sur la nature de cette image, sur la façon dont elle a lieu, sur comment est-ce que ça se fait que les émotions qu'elle suscite chez moi, elles adviennent, en fait, ces émotions, tout simplement. Et ces réflexions-là, je me les fais également devant le porno. Lorsque je regarde du porno, je regarde comment c'est filmé. Et c'est quelque chose que nous tous, et nous toutes, cinéphiles, ne faisons pas assez, en fait. Quand vous regardez un porno, regardez comment c'est filmé. Regardez où est placée la caméra. Demandez-vous pourquoi on filme ça comme ça. Demandez-vous pourquoi est-ce qu'il y a certains pornos qui vous plaisent plus que d'autres, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Moi, je l'ai remarqué. Pourquoi est-ce que j'aimais certains types de films pornographiques plus que d'autres? Lorsque j'ai commencé à déconstruire la façon dont c'était filmé, et je me suis rendu compte qu'il y avait des angles de caméra qui me plaisaient plus, qu'il y avait une façon d'installer, par exemple, le début du rapport au niveau du montage, au niveau du jeu des acteurs, qui me plaisait beaucoup plus, et qu'en fait, j'étais non pas réceptif à un type de fantasme, ça c'est l'analyse, on va dire, psychologique de base, mais réceptif à un certain type de mise en scène. J'aime tel type de porno, comme nous tous, comme nous toutes, mais parce qu'il est filmé d'une certaine manière. Parce qu'on me raconte cette histoire. Évidemment, quand je dis histoire, il y a aussi une dimension un peu provocante en disant ça, mais le fait est que c'est une histoire à travers des corps et à travers du cul, mais c'est une histoire quand même, parce que on installe un contexte, parce que le décor dit quelque chose, parce qu'il y a des personnages, parce qu'il y a un rapport entre ces deux personnes qui vont avoir un rapport sexuel qui est installé, et tout ça, ça construit quelque chose. Et tout ça, dans la mesure où ça a été construit, eh ben ça se déconstruit. Ça se déconstruit. Le porno est éclairé, par exemple. Il y a un éclairage, il y a une façon d'éclairer les corps qui donne des impressions, qui fait que on a tous l'impression qu'ils ont un six-pack. Il y a une façon de magnifier, par exemple, notamment les poitrines, que ce soit masculines ou féminines d'ailleurs, en fonction de l'éclairage, avec des angles qui créent des perspectives qui donnent l'impression d'un corps sans fin. C'est vachement intéressant, ça, le côté, la caméra qui est plongeante dans la pornographie. Tout ça dit quelque chose. Tout ça dit quelque chose de nous. Et non seulement ça dit quelque chose de nous, notre amour pour... Je dis notre amour, notre intérêt déplacé pour ce type d'image. Non seulement ça dit quelque chose de nous en tant que sujet sexuel et fantasmant, mais ça dit quelque chose de nous en tant que cinéphile. Alors, on pourrait balayer cet argument en disant « Mais arrête de dire n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Je veux dire, là, moi j'aime les gros boobs. Un gros boob, c'est un gros boobs. » Mais sauf que non. Non, c'est pas vrai. Des seins, ce n'est pas des seins. Un trou, ce n'est pas un trou. En tout cas, pas dans le cinéma pornographique. L'érotisation des corps, de l'enjeu de la scène, de ce qui se passe, c'est un travail de metteur en scène. Il y a du cinéma partout. J'ai choisi comme dernier épisode, pour concrétiser ça,
le cinéma pornographique, mais on aurait pu faire exactement le même épisode sur la publicité, par exemple. La publicité, c'est de la mise en scène. Et la publicité, quand vous la regardez, elle se déconstruit. Elle se déconstruit en termes de plan, elle se déconstruit en termes d'acteurs, en termes d'éclairage, en termes d'enchaînement des séquences, en termes de montage, en termes de musique, en termes de comment est-ce que ça se fait que cette émotion génère quelque chose chez moi, comment ça se fait que je suis plus réceptif à ça qu'à ça, qu'est-ce que ça dit de moi en tant que consommateur, et qu'est-ce que ça dit de moi en tant que spectateur. La conclusion qu'on peut apporter à tout ça, c'est pas que le capitalisme a gagné et que oh là là, le capitalisme a tout envahi et qu'en fait, je suis manipulé partout, par le sexe, par le cinéma, parce que tout ça c'est fait pour l'argent et par la publicité. Non. Enfin, on pourrait le voir comme ça. Et moi, la façon dont je choisis de le voir, c'est qu'en fait, le cinéma est partout. La mise en scène est partout. Et qu'on peut sortir justement de cette manipulation en déconstruisant. Le cinéma, c'est de la manipulation. Le cinéma, la publicité, le film pornographique, tout ça sert le même but. Créer une image réceptive à nos fantasmes, dans laquelle on va pouvoir se projeter. Que ce soit parce que on aime l'histoire et parce que les personnages nous touchent, ou que ce soit parce que cette expérience esthétique que ça nous procure, soit une expérience esthétique un peu stylée, tu vois, genre la beauté du monde, ou alors une expérience esthétique, c'est-à-dire une expérience des sens, c'est-à-dire c'est sexy, c'est sexe, tu vois, quand tu regardes un porno. Tout ça, c'est la même chose. Le cinéma est partout. Et je crois que c'est le seul message, en fait, que je peux avoir à transmettre en terminant cette série Somniloque. Avec cet épisode, donc, sur le cinéma pornographique. Le cinéma est partout. Il est tout autour de nous. Il est partout où il y a de l'image. Des gens ont réfléchi à ça. Des gens se sont posés des questions. L'expérience esthétique que l'on ressent, à chaque fois que l'on ressent une émotion devant une image, cette émotion, il faut la déconstruire. Il faut se demander comment ça se fait. Et une fois qu'on a commencé à se demander ça, en tout cas c'est mon cas, on finit par en venir à se demander, et moi, comment est-ce que j'aurais fait ? Merci à tous d'avoir écouté ce dernier épisode de Somniloque. Je vous remercie d'avoir suivi cette série. Vous pouvez continuer à me suivre sur mes réseaux sociaux, @DexCelleCinéma sur Twitter et Instagram. Je me remercie également celles et ceux qui me soutiennent sur mon compte Patreon, qui font des dons. Merci beaucoup. Je reviens très vite pour vous parler de cinéma. Et en attendant, regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Éteignez ce podcast, allez mater votre porno du soir. Déconstruisez votre rapport à cette image. Regardez ce que vous regardez différemment. Et même si vous regardez du porno en journée d'ailleurs, encore une fois, qui suis-je pour juger, faites la même chose. Pareil là, si... Peut-être qu'il y aura une publicité à la fin de cet épisode. Regardez-la. Déconstruisez-la. Et demandez-vous comment est-ce que vous allez pouvoir transformer ce cynisme de mise en scène en quelque chose de beau, de fort, d'artistique et de puissant. Faites du cinéma. Salut tout le monde.